Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, colère des artisans établis à Yoff, les mécaniciens crient leur calvaire et demandent des sites de recasement. Selon eux, depuis leur déguerpissement, ils vivent une grisaille économique. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Plus de détails dans un instant. Lutte contre les inondations à Keur-Massar. 5 bassins de rétention seront livrés fin mai prochain. Les travaux de réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales avancent comme prévu, selon le ministre des collectivités territoriales. Comptez un de plus, une nouvelle formation politique a vu le jour hier, le Parti républicain pour le progrès. La prolifération des partis politiques renforce ou affaiblit-elle la démocratie? De 44 en l'an 2000, on recense aujourd'hui plus de 300 partis politiques au Sénégal. Et puis les artistes et leur prise en charge médicale, le fonctionnement de la mutuelle de santé des acteurs culturels est-il adéquat? Qu'en pensent les principaux concernés? À la lumière de la maladie de l'artiste comédien Habib Diop alias Baye Eli, nous posons le débat ce soir. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Les artisans de l'automobile établis à Yoff demandent un site de recasement. La grisaille économique rythme leur quotidien depuis qu'ils ont été déguerpis de leur lieu de travail. Selon eux, ils ont été mis à l'écart dans la prise en charge des impactés de la pandémie. Compte rendu de leur conférence de presse cet après-midi, Ibrahima Khan et Modou Diop. Officiant le long du mur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, mécaniciens, soudeurs métalliques, entre autres, en plein dans leurs activités. Regroupés autour de la fédération Mbolo Moy Dollé, ces artisans se disent laissés à eux-mêmes. Une de leurs principales revendications aujourd'hui, un espace digne de son nom. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des sites de recasement immédiats. Des sites de recasement immédiats. Ça, nous le voulons. On est dans une voirie, vous voyez, nous voulons des ateliers modernes. La façon dont nous travaillons pas, c'est pas bon. Les chantiers avancent, Et puis vous voyez, le dernier de la clôture là, on a tout morcelé. Et la part des artisans, nous devons avoir notre part. Frappés de plein fouet par les conséquences de la Covid-19, ils espéraient bénéficier au moins du soutien de l'État dans le cadre du programme de résilience, mais en vain. Le plan de résilience force Covid-19, que le ministre avait injecté presque 30 et quelques milliards, suppose 60 milliards, rien n'est abouti. Tout cela nous attendons. Et sur ce point-là, je lance l'appel à monsieur le ministre de Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, qui est sur ce truc-là. Donc il n'a qu'à gérer cet argent-là. Ça nous appartient, il n'a qu'à nous donner. C'est ça que l'on veut. Ces acteurs disent interpeller leur ministre de tutelle pour une issue heureuse à leurs revendications. Ils entendent investir la rue si solution n'est pas trouvée à leurs problèmes d'ici quelques... Merci Ibrahima. Problème foncier à Rufisque. Plus de 500 familles se disent menacées d'expropriation. C'est un lotissement de 5 hectares qui fait objet de litige. Explication Ousseynou Djam et Ahmadou Bambassamb. Assise sur une assiette foncière de 5 hectares et occupée par plus de 500 familles, une partie de la cité marine de Rufisque fait l'objet d'un litige foncier. Devant la presse, la famille propriétaire du site parle de tentative d'expropriation. Menacé, c'est-à-dire qu'on va accaparer. C'est un lotissement de 5 hectares qu'on va habiter, qu'on va accaparer, alors que celui qui prétend être le propriétaire avait 1 hectare à échanger avec l'État. Comment on peut échanger la propriété privée au nom d'un État? L'État a ses propriétés définies et enregistrées. Les propriétés privées ont leur État, ont leur propriété définie. Est-ce à dire qu'il y a complicité dans tout cela? Il y a état de concussion qui implique l'administration. Il y a un détournement, un accaparement par procédure en faux, usage de faux et faux en écriture publique. Cette famille se dit déterminée à défendre sa propriété foncière à tout prix. Cette affaire est en justice. Mais nous crois que, je ne dirais pas que nous avons de justice, mais en tout cas ce qui nous vient avec des libérés judiciaires n'arrive pas à nous convaincre que la justice a statué. D'où qu'ils nous viennent,
n'accepteront pas d'être évacués et que nous avons, comme je vous l'ai dit, un dernier mot, c'est de laisser nos vies ici, pour laisser à M. Kane occuper ce terrain. Ou M. Kane, il laisse sa vie pour nous laisser notre terre. Rappelons qu'à Rufisque et ses environs, ces problèmes fonciers sont devenus monnaie courante avec des services déconcentrés de l'État, souvent indexés. Merci Ousseynou. L'actualité, c'est aussi ce rassemblement ce matin à la place de la Nation des admis sur la liste d'attente du concours des élèves maîtres. Ils sont 800 au total, options français et arabe. Ils exigent le recrutement dans le système éducatif. Ami Diop et leur porte-parole avec Alassane Ba. On était au nombre de 3038 candidats pour l'option français et 770 pour l'option arabe, dont les 2000 ont été sélectionnés pour l'option français et 500 pour l'option arabe pour regagner les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Dans cette liste, existent beaucoup de candidats qui ont épuisé leur sens de refaire le concours car ayant atteint la limite d'âge. Et pourtant, ils ont travaillé d'arrache-pied pour enfin espérer réussir. Face au système de quotas, ils voient leur rêve se briser en mille morceaux. Nous sollicitons pleinement l'attention des autorités compétentes face à ce cas qui nous laisse sans voix. Ne serait qu'au vu du manque notoire d'enseignants dans toutes les régions, particulièrement celle de Matam, entraînant dès lors la fermeture de certaines écoles et classes à double flux. Il urge que cette requête soit prise en compte et traitée dans les plus brefs délais. Nous prions Monsieur le Président, Monsieur Macky Sall, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour enfin pallier à ce déficit afin d'offrir au peuple une éducation de qualité. Alors maintenant à Saint-Louis, les travaux du balisage et du dragage de la Brèche seront bien repris par une entreprise. Après les négociations, le ministre des Infrastructures et maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, a fait cette annonce. Il a été reçu par les jeunes de la commune de Gandiol qui s'inquiétaient du désistement de l'entreprise chinoise et de la menace quotidienne de l'embouchure. Bon, et tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Visite à Gandiol, le ministre des Infrastructures et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a reçu les doléances des jeunes de cette localité. Parmi les priorités de ces jeunes, la question du balisage et du dragage de la Brèche abandonnée par l'entreprise chinoise et la réalisation du canal de Gandiol pour aider les jeunes à développer leur activité agricole. Gandiol vit difficilement à cause de la brèche. Les jeunes ne travaillent plus et certains sont obligés d'aller en Espagne. Il faut des solutions urgentes pour régler ce problème. Dans cette commune, les jeunes ont interpellé le ministre des Infrastructures sur l'urgence de résoudre le problème de la brèche qui a fait plusieurs morts et qui menace des dizaines de villages. Nous voulons la reprise immédiate des travaux de la brèche. L'entreprise chinoise a abandonné, alors il faut une nouvelle entreprise. Nous voulons aussi un mur de protection pour toute la commune. Aujourd'hui, les jeunes sont très fatigués. Les diplômés sont là et ils chôment. Donc il faut une formation pour les jeunes. La commune a aujourd'hui besoin de ça pour se développer. Mansour Faye a rassuré les jeunes de cette commune. Il a aussi annoncé que les travaux seront entamés par une autre entreprise d'ici quelques mois. L'entreprise chinoise a abandonné certes, mais une autre va reprendre les travaux. Je voudrais juste rassurer les jeunes de Gandiol. Le ministre de la Pêche est en train de discuter avec une autre entreprise et les travaux seront repris immédiatement. Donc pour la brèche de Saint-Louis, nous allons régler le problème. Dans la commune de Gandiol, le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar a été accueilli par les jeunes de la COJER. Ces jeunes ont soulevé plusieurs doléances pour le développement économique du Gandiol. Merci Ousseynou. Ils sont nombreux à se retrouver au crépuscule de leur carrière sans ressources. Les acteurs culturels sénégalais, certains ont quitté la scène précipités par une maladie dont ils ont souvent du mal à supporter les frais de soins. C'est le cas de l'artiste comédien Habib Diop. Dans le quotidien L'Observateur du jour, Gourgourlou a raconté sa difficile prise en charge médicale après une attaque cardiovasculaire. L'artiste dit se sentir abandonné par les Sénégalais. Alors le fonctionnement de la mutuelle de santé
de la Mutuelle nationale de santé des acteurs culturels est-il efficace et qu'en pensent les acteurs eux-mêmes? Élément de réponse dans ce sujet réalisé par Maïmouna Ndiaye et Diafarapa. Cet homme est connu du grand public, plus de 40 ans de présence dans le milieu des arts et de l'audiovisuel. Toutefois, le comédien manifeste ce pincement au cœur des artistes qui peinent à joindre les deux bouts ou même ne peuvent pas se soigner correctement. Il faut s'organiser en conséquence. On ne dira jamais que ce métier ne nous donne pas de quoi vivre ou bien nous n'avons pas d'argent. S'organiser, ça veut dire qu'à travers les contrats que vous avez, vous faites une sorte d'épargne quelque part en faisant ce que dit le Wolof, le douleur. Pourtant, pour corriger ce manquement, l'État avait mis en place en 2016 la Mutuelle nationale de santé des acteurs culturels. Mais cette équation est toujours d'actualité. Le premier constat, c'est que la plupart des acteurs sont très négligents. L'État n'a jamais versé depuis 2019, depuis que nous avons commencé les prestations de soins, l'État ne nous a jamais versé la part de cotisation qui lui revient. Parce qu'en définitive, tout a été paramétré au plan technique pour que chaque bénéficiaire puisse cotiser 7 000 francs par an. Sur les 7 000 francs, vous versez la moitié, 3 500, et l'État verse les 3 500 autres. Il y a d'autres métiers qui sont connectés très sérieusement à ce que nous faisons. Je suis allé en Europe beaucoup de fois. J'ai même eu à gérer une radio communautaire. Donc toutes ces activités-là m'ont donné la possibilité, hormis les tournages et autres, d'accompagner certains services, certaines entreprises. Avec l'initiative de la mutuelle, l'idée est salutaire, mais le chemin à parcourir est encore long. L'idée est de voir les acteurs culturels vivre de leur art et dignement aussi. Et puis sur le front du coronavirus, 7 personnes ont succombé à la maladie hier et 46 nouvelles contaminations sont rapportées aujourd'hui. Et concernant justement l'origine du coronavirus, l'étude conjointe des experts de l'OMS et chinois a conclu que la transmission à l'homme par un animal intermédiaire était une hypothèse probable à très probable, tandis qu'un incident de laboratoire est extrêmement improbable. La piste d'une zoonose est donc la plus sérieuse. Dans la banlieue de Dakar, lutte contre les inondations à Keur Massar, les travaux de réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales avancent. 5 bassins de rétention seront livrés à la fin du mois de mai prochain. Le ministre des collectivités territoriales Omar Gueye a fait une visite de chantier ce matin dans le cadre de la mise en œuvre de la phase d'urgence Projet 2. Voyons tout cela avec notre équipe dans la banlieue de Dakar, Nongoka et Asmalik Diop. La réalisation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales entre Mbao et Keur Massar suit un rythme soutenu, d'où la satisfaction du ministre des collectivités territoriales. Partout où nous sommes passés, nous avons été accueillis par des entreprises qui travaillent. Il y a 2 entreprises principalement. Il y a Enan Chine, d'une part, et ACSTP. Nous sommes rassurés parce que nous avons vu que les travaux avancent correctement par rapport aux prévisions. Mais nous avons demandé aux entreprises d'accélérer. Les entreprises contractuelles ont mobilisé des moyens colossaux. Le ministre Omar Gueye espère que le délai de livraison des ouvrages sera bien respecté. Parce qu'il nous reste à peu près 2 mois. Parce que notre deadline pour nous, c'est le 31 mai. Et pour cela, il faut que les entreprises accélèrent. Ce que ces entreprises ont eu à accepter en multipliant les équipes. Ce n'est pas un travail facile. C'est un chantier très consistant, mais nous sommes persuadés que ce délai sera tenu parce qu'il y a un engagement citoyen des entreprises, il y a l'engagement de l'agence de développement municipal, mais accompagné aussi en cela par les autorités administratives qui jouent un rôle extrêmement important. La situation du marigot de Mbao, qui est le point d'exitoire, est aussi prise en compte. Nous avons vu également qu'il y a des travaux à faire au niveau du marigot de Mbao. Et cela également a été pris en compte par l'ADM avec les entreprises. Il y a d'autres entreprises qui vont intervenir pour élargir un peu le lit du marigot de Mbao et faire en sorte qu'il y ait un écoulement correct et régulé des flux d'eau que nous attendons en fonction de la pluviométrie qui va arriver pour l'année prochaine.
La réalisation de ces infrastructures constitue la phase d'urgence du projet 2, programme de gestion des eaux pluviales. La mise en service de ce dispositif de pompage d'urgence des eaux pluviales doit solutionner une grande partie des problèmes d'inondation à Keur Massar et ses alentours. Le ministre de l'eau et de l'assainissement invite les populations à une utilisation adéquate des ouvrages d'assainissement pour préserver leur pérennisation. Serigne Mbaye Thiam a procédé ce matin à l'inauguration du nouveau réseau et du centre de traitement des eaux usées construites dans le cadre du programme de 10 villes. Le voici avec notre équipe à Louga. D'un coût global de 5,3 milliards de francs CFA, ces ouvrages d'assainissement de la commune de Louga que nous inaugurons aujourd'hui visent l'amélioration significative des conditions de vie et de santé des populations. Ces travaux consacrent ainsi l'accès à un assainissement sain pour plus de 60 000 personnes dans 9 quartiers de la commune de Louga. Je voudrais demander aux bénéficiaires et aux populations traversées par les réseaux de veiller à une utilisation adéquate de ces ouvrages afin qu'ils puissent vous servir pendant longtemps. C'est en effet la seule manière d'assurer leur pérennité et d'éviter les nuisances à votre environnement. Les réseaux d'assainissement, c'est seulement pour accueillir de l'eau. Si on y met des déchets solides, cela va altérer leur pérennité et cela va créer des nuisances aux voisins des réseaux d'assainissement. En politique, une nouvelle formation a fait son apparition dans le Landerneau, le Parti républicain pour le progrès. À l'initiative, le député Déthié Fall, ex-membre de Rewmi, de 44 partis politiques en 2000. On en recense aujourd'hui plus de 300 formations. Cette kyrielle de partis politiques peut-elle affaiblir ou renforcer la démocratie sénégalaise? Élément de réponse, Fat Bintou Conté et Abdoulaye Diallo. Dans un pays où le corps électoral plafonne à 6 millions d'inscrits, cette profusion fait désordre. Au dernier recensement, on dénombre 300 partis politiques au Sénégal. Un discrédit par rapport à notre système politique, selon le politologue Mamadou Seck. On a un jeu politique qui est fractionniste et factionniste. Et ça, c'est historique. On l'a vu comment les leaders, dans l'histoire politique même du Sénégal, qui n'étaient pas en odeur de sainteté avec le leader ou avec le parti, sortaient forcément créer un autre parti. Mais ça s'est exacerbé actuellement, puisque en 2000, Diouf nous laissait le pouvoir avec 44 partis politiques. En 2012, au moment où Abdoulaye Wade quittait le pouvoir, il nous a délivré 143 récépissés. Mes dernières recherches remontaient à 2018. Entre 2012 et 2018, en 6 ans, le ministère de l'Intérieur a remis 111 récépissés. Donc on culmine à plus de 300 et quelques partis. Prolifération des partis politiques révèle la problématique du leadership au sein des partis, mais aussi une crise de militantisme remarquée actuellement. Il faut questionner leur leadership, leur capacité à cheminer dans le temps avec leurs militants, leurs collaborateurs, etc. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est, je pense, la crise du militantisme. C'est-à-dire que autant on avait sous le PS la possibilité d'avoir un militant à la base qui commence par les sections, les comités, les coordinations pour arriver jusqu'au bureau politique, aujourd'hui, nos militants peut-être se sentent tellement d'envergure, entre guillemets, qu'ils se jugent peut-être pas dignes d'être dans une dynamique de militantisme de la base jusqu'au sommet. Donc ils vont vouloir contourner vraiment tous ces processus-là et créer tout de suite un parti politique. La démocratie interne au sein des partis aussi fait défaut, ce qui engendre aussi des départs tout azimut. Ensuite, dans les partis, il manque de démocratie, il faut bien le dire. Il manque de démocratie à l'intérieur des partis. Puisqu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'alternance dans les partis politiques. En général, celui qui crée le parti, celui qui détient les moyens financiers et matériels, c'est celui-là qui dirige les partis politiques. Donc ça pose un problème. Dès lors, un travail de rationalisation s'impose et il appartient à l'autorité d'y remédier. Beaucoup de ces partis
pour ne pas dire la plupart. Je reste convaincu que si on faisait un travail de rationalisation, on sortirait avec peut-être une trentaine de partis qui répondent aux fonctions originelles du parti, qui répondent aux principes aussi, qui sont fixés par la loi. Nous devons quand même faire un retour en arrière, mais nous devons aller vers un très grand parti libéral, dans lequel nous aurons le PDS, nous aurons le Réumi, nous aurons l'APR, nous aurons le Bek Gis, nous aurons toutes les figures marquantes de la vie politique nationale qui se retrouvent. Ceux qui viennent du Parti Socialiste, que ce soit le Parti Socialiste, l'AFP, le Grand Parti, l'URD, tous ces partis-là également devraient pouvoir se retrouver dans un grand Parti Socialiste. Et Déthié Fall gardera son poste de député selon le docteur Abdou Aziz Mbouch, membre du Néo-Parti. Le juriste estime que son mentor a été élu sur la base de la coalition Manko Taxawu Sénégal et non pas Réumi, et par conséquent ne peut être donc déchu conformément à l'article 61 de la Constitution. Le docteur Abdou Aziz Mbouch était l'invité de la matinale de TFM. Parce que perdre le poste, ce serait une sentence juridique. Que le droit dit, il perd le poste. Déthié a été élu sur la base d'une coalition et ensuite maintenant l'esprit de l'article 60 de la Constitution, c'est qu'il combat la transhumance. Ce n'est pas Déthié qui a changé de position par rapport justement au groupe des non-inscrits, mais c'est son parti qui a changé de position par rapport à leur positionnement dans le Parlement sénégalais. C'est ça la réalité. Maintenant, donc, du point de vue du droit, on ne peut pas dire qu'il perd. Maintenant, qu'il laisse le poste, ça, c'est sa liberté, n'est-ce pas? Donc, ça, on n'invoquera pas, en tout cas, le droit quand, justement, il faudra alors donc le demander de laisser le poste. Mais aussi, il faudra prendre en compte aussi la situation du Parti Réumi, qui a changé. C'est le Parti Réumi qui a changé de position, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, la situation des coalitions, parce que le problème, c'est l'autre problème qui se pose et qui n'a pas été tranché par la Constitution, c'est que déjà été élu donc par une coalition, sur une liste de coalitions. Et il y a des jurisprudences qui sont là. Dans le sud, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance alerte face à la presse. Elle dénonce l'usage de plus en plus fréquent de propos à connotation identitaire au Sénégal. Cette organisation, qui vous le savez regroupe plus de 250 organisations de femmes, appelle les Sénégalais de tous bords à plus de sérénité pour ne pas déséquilibrer la cohésion sociale. Ndaï Marie Thiam en est la présidente. Elle est interrogée par notre équipe à Ziguinchor. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance alerte sur les dérives et risques de fragilisation de la cohésion sociale, la paix et la stabilité de notre nation. Nous, membres de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, avons constaté pour le déplorer que le climat social au Sénégal est de plus en plus délétère du fait de propos et dérives à connotation identitaire, dangereux et jamais connu de l'histoire de notre nation. Notre Sénégal est reconnu pour sa stabilité sociale et nous avons l'impérieux devoir de préserver ce statut pour nos cadets comme le firent nos aînés pour nous. Notre nation est caractérisée par une multiethnicité qui est plutôt une richesse et un gage d'une symbiose, d'une harmonie, d'un respect mutuel. Le cousinage à plaisanterie, véritable ciment social qui unit le Sérère au Pulaar, le Diatandiaï au Diop, le jeu des alliances fraternelles qui bannit toute hostilité entre Diola et Sérère, le respect de l'autre dans sa différence, sont en train d'être dangereusement mis à l'épreuve. L'actualité, c'est aussi la cérémonie d'adieu de l'ex-SEMGA, général d'armée aérienne Biram Diop. Le ministre des Forces armées a salué le travail remarquable du SEMGA qui a lancé un vaste programme de restitution des domaines de l'État. Le camp Dial Diop a été le théâtre du concert d'éloges à l'attention du général Diop, Pape Faraning et Diafaraba. Dernière revue des troupes, un tour d'adieu très émouvant. Le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, part avec tous les honneurs après 40 ans de loyaux service à la nation. Vous ne vous êtes pas limité à consolider les acquis.
Vous avez donné une nouvelle impulsion aux armées, dont les effets sont perceptibles jusqu'au niveau des familles des hommes et des femmes placés sous vos ordres. Votre commandement a permis de matérialiser vos ambitions pour notre institution, en plaçant les armées dans les conditions optimales de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique. Dans un discours poignant, le ministre des Forces armées rend hommage à un artisan du maintien de la paix et le respect du concept national de défense et de sécurité. La mise aux normes et l'élection de nouveaux cantonnements renforce la posture permanente de sûreté et garantit subséquemment l'intégrité du territoire national. Cette approche a notamment permis d'obtenir des résultats dans la partie méridionale du Sénégal, notamment en y favorisant le retour de populations longtemps déplacées. Parmi ses œuvres, la restitution des domaines de l'État, le SEMGA Biram Diop a beaucoup œuvré dans le social. Vous avez lancé un vaste programme de restitution et de sécurisation de tout le domaine de l'État affecté aux armées. Dans le même ordre d'idée, tout en impulsant une modernisation continue, plusieurs de vos camarades ou leurs familles dans la détresse, la précarité ou la douleur ont su trouver auprès de vous réconfort et soulagement, comme cela a toujours été le cas pour les malades, blessés et hospitalisés, habitués à vos visites périodiques dans les structures hospitalières d'accueil. Après un tour d'adieu, le général aérien Biram Diop, chef d'état-major des forces armées, est admis dans la deuxième section réservée des cadres de l'état-major. Il sera remplacé par le général Cheikh Wade. Merci Pape Farah. Dans l'actualité internationale, l'Union africaine qui va bientôt réceptionner jusqu'à 400 000 doses du vaccin contre la Covid-19 Johnson & Johnson. L'ouverture à Paris du procès des pilotes poursuivis pour assassinat et tentative d'assassinat et destruction de biens en 2004 à Bouaké. Et puis des milliers de Mozambicains qui fuient la petite ville portuaire de Palma, zone de combat menée par un groupe armé local qui s'est fait appeler Al-Shabaab. Daniel Diouf. Les pays de l'Union africaine en passent de réceptionner jusqu'à 400 millions de doses du vaccin contre la Covid-19 de Johnson & Johnson suite à un accord. C'est ce qu'a annoncé lundi le géant pharmaceutique américain. Selon les termes de l'accord, 220 millions de doses du sérum qui ne nécessitent qu'une seule injection seront distribuées aux 55 pays membres de l'Union africaine. Les livraisons débutent au troisième trimestre 2021. Les pays concernés pourront, s'ils le jugent nécessaire, commander 180 millions de doses complémentaires pour un total de 400 millions de vaccins Johnson & Johnson acheminés d'ici 2022. Le procès des pilotes poursuivis pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens à Bouaké en Côte d'Ivoire en 2004 s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises de Paris sans les accusés. En box vide, sur les 3 accusés, l'ex-mercenaire biélorusse soupçonné d'avoir piloté l'un des hélicoptères a disparu. Les 2 copilotes ivoiriens ont bénéficié dans leur pays d'une loi d'amnistie en 2007. Pour rappel, le 6 novembre 2004, 2 avions ivoiriens bombardaient un camp français de la force Licorne à Bouaké, en Côte d'Ivoire. 9 soldats français et un civil américain sont tués, 38 personnes blessées. En représailles, l'armée française détruit l'aviation ivoirienne. S'ensuivent de fortes tensions entre Paris et Abidjan. La Côte d'Ivoire, où le Nord a été confronté à une double attaque terroriste, les forces armées prises pour cible près de la frontière avec le Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes rapportent au moins 6 personnes tuées, dont 3 djihadistes. Il y aurait au moins 5 blessés parmi les soldats et gendarmes ivoiriens. Au Mozambique, ils sont des milliers à fuir la zone où des combats seraient en cours, plus précisément à Palma, petite ville portuaire, victime d'une attaque coordonnée d'un groupe djihadiste actif dans la province depuis plus de 3 ans. Le groupe qui se fait appeler Al-Shabaab a lancé son attaque mercredi et a pris le contrôle de la ville vendredi soir. Le nombre de victimes parmi les habitants est incertain. Selon des sources locales, l'armée mozambicaine serait en train de reprendre le contrôle. Maison par maison, le groupe djihadiste se serait retiré en laissant quelques hommes pour retarder la progression
des militaires. Et puis, lueur d'espoir à Gestres-Suez, en quartier populaire du Caire. Ce dimanche, des secouristes ont sorti un nourrisson de 6 mois des décombres d'un immeuble effondré, alors que le bilan de l'incident s'est alourdi à 25 morts. La mère, le père et la sœur du bébé avaient été retrouvés morts. L'état de santé du jeune garçon était stable ce dimanche, a déclaré un responsable de l'agence de protection civile du pays. Les équipes ont continué à chercher son frère aîné qui est toujours porté disparu. Les causes de l'effondrement du bâtiment ne sont toujours pas claires. Au moins 26 autres personnes ont également été blessées. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, 6e journée groupie des éliminatoires CAN 2022, le Sénégal accueille l'Eswatini ce mardi à 16h au stade Lat Dior. Dans l'autre rencontre du groupe, un nul suffira au Congo pour se qualifier à la CAN au Cameroun. Les enjeux des parties avec Cheikh Sadibou Diarra. Le même système 3-5-2, mais un 11 remanié, c'est très probablement l'option du sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, face à l'Eswatini ce mardi. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, va faire son retour au sein de la défense, où est également pressenti le gardien de but Seny Dieng et le stopper Abdoulaye Seck. Les titularisations d'Alassane Ndao, d'Abdoulaye Sima, Famara Diédhiou ou Mambaba Thiam sont probables, alors que Krépin Diatta et Abdou Diallo sont incertains. L'Eswatini, l'adversaire, a pris ses repères sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. Il s'est déplacé avec un groupe de 20 joueurs, l'espoir de s'offrir un premier succès dans le groupe I en bandoulière. Le Sénégal, pour sa part, compte garder son invisibilité, 4 victoires, 1 nul pour le moment. Le Congo, actuel deuxième du groupe, est juste à la recherche d'un point devant la Guinée-Bissau pour composter son ticket pour la CAN 2022. Et l'adversaire aura à cœur de terminer cette phase qualificative sur une bonne note. Le milieu de terrain des Lions, Franck Kanouté, s'attend à une partie très difficile. Je ne pense pas qu'il n'y a pas des matchs faciles ici, surtout en Afrique, parce que même si les Eswatini sont derniers du groupe, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont venir nous laisser faire les choses facilement. Parce qu'ils jouent avec le Sénégal, l'un des plus grandes équipes en Afrique. Donc ils veulent montrer quelque chose de plus. Donc on va s'entendre. Pour moi, un match un peu plus intense que celui qu'on a joué mardi contre le Congo. Et puis parlons de la balle orange maintenant, la Basket Africa League Club va enfin débuter cette année. La première saison va réunir 12 clubs à Kigali, au Rwanda, à partir du 16 mai prochain. Une compétition de 18 matchs au total avec 3 groupes, 4 équipes. La finale est prévue le 30 mai. Et puis Gorgui Sy Dieng, vous le savez, va découvrir sa 3e franchise NBA, les Spurs de San Antonio, où le pivot a signé un contrat jusqu'à la fin de saison. Cheikh Sadibou Diarra pour plus de détails. Tout de même avec vous, Binta Diallo. C'est à vous pour la suite de Soir d'Info. Merci beaucoup, Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Soir d'Info.